Salam alaikum, Azul, bonsoir. Sur Eures TV, nous avons tout immédiatement déploré hier l'arrestation de nos deux confrères, le journaliste Monsof Ait Qassi et son collègue, le réalisateur Ramdan Rahmouni. Rappelons que Monsof Ait Qassi avait été le correspondant non encore accrédité de France 24. Alors, d'abord, qui est France 24 ? Une chaîne de télévision française qui appartient à la Société nationale de programme France Média Monde, qui supervise l'audiovisuel extérieur de la France et dont personne n'ignore qu'elle est sous l'influence directe du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français. Avant la fin de sa relation de travail avec cette chaîne française, Monsof Ait Qassi avait exprimé une demande d'accréditation, mais non seulement il ne l'a pas obtenue, mais il a été placé sous ISTN, interdiction de sortie du territoire national, sans que cette mesure lui ait été notifiée, encore moins expliquée. Ce qui semble assez curieux, puisque France 24 est connue pour être très proche du régime algérien, et Monsof Ait Qassi et Ramdan Ait Rahmouni sont donc entrés en collaboration avec Median, une boîte de production libanaise qui assure des prestations pour France 24 et qui allait, c'est très important, qui allait réaliser avec la collaboration de Ramdan Rahmouni, l'un des deux qui a été arrêté, la fameuse interview que Tebboune avait accordée à la même France 24. Une interview qui avait défrayé la chronique algérienne pour la complaisance criante du journaliste intervieweur qui avait soigneusement, très soigneusement, évité de poser les questions qui fâchent. Rappelons que Monsof Ait Qassi avait été journaliste présentateur JT en français durant 4 ans sur Ash-Shuruq News. Hier donc, mardi 28 juillet, Monsof Ait Qassi et le réalisateur Ramdan Rahmouni ont été interpellés et tout aussitôt placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction de Bir Mourad Reis. Leur avocat nous avait déclaré que les chefs d'inculpation, qui ne nous avaient pas précisé, étaient selon lui particulièrement graves. Selon d'autres sources, une procédure avait été engagée contre les prévenus pour une affaire de financement par des sources étrangères, sans plus de précision. Tout aussitôt, tous ceux qui connaissent un tant soit peu la nature très amicale, pour le moins, des relations entre les régimes algériens et France 24, et donc le Quai d'Orsay, se sont posé la question de savoir qui avait ordonné l'incarcération des deux journalistes et surtout pourquoi, à partir du moment que les relations algéro-françaises étaient au beau fixe, depuis qu'elles s'étaient particulièrement réchauffées, qui avait ordonné au juge d'instruction de mettre ces deux collaborateurs de France 24 en prison. Qui avait voulu ainsi mettre Tebboune et le clan qui le protège dans la gêne, ne leur laissant pas d'autre choix que de se laisser entraîner dans une dégradation des relations avec la France ou de perdre toute crédibilité devant l'opinion publique algérienne, s'ils ordonnaient leur libération au moment où d'autres journalistes algériens croupissent dans les geôles algériennes depuis des mois. Le coup fourré est d'une évidence qui ne fait aucun doute et qui n'est pas sans rappeler l'autre coup fourré d'il y a quelques jours seulement, celui de la Harga Blitzkrieg du 25 juillet, il y a 4 jours ou moins.
Tebboune et ses parrains ont donc été mis au pied du mur, sachant qu'ils devaient choisir entre deux mauvaises solutions et démontrer eux-mêmes que quoi qu'ils fassent, ils allaient démontrer que la justice fonctionnait à l'injonction, qu'elle est doigt sur la couture du pantalon, qu'on lui ordonne d'incarcérer ou de libérer. Or, c'est ce qui vient de se produire, de se passer il y a quelques heures. La libération du journaliste et du réalisateur a été ordonnée et tout aussitôt exécutée, sans même consulter le juge d'instruction, qui apprendra par la presse et les réseaux sociaux que ceux qui l'avaient jeté en prison avaient été relâchés par d'autres que ceux qui lui avaient ordonné de les incarcérer. Et la libération de ces derniers n'était même pas passée par lui, le juge d'instruction. L'élargissement a été tellement diligent, mené avec un tel empressement, que même les avocats n'ont rien su de cette mesure. Ils apprendront que leurs clients avaient été libérés quand ils se rendront en prison pour les visiter. C'est dire toute l'ampleur de la débâcle. Un régime qui ne sait même plus sauver les apparences, dont les luttes intestines se règlent par l'emprisonnement ou la libération de citoyens interposés, qu'on jette en prison ou qu'on fait libérer par des magistrats aux ordres. Regardez. احنا تفاجأنا جينا نزوروا منصف عيد قاسي ونزوروا رحموني وحساني اللي تم ايداعهم رهن الحبس المؤقت امس من طرف قاضي التحقيق لمحكمة بيرموند رايس. فانتظرنا من الساعة 2 زوالا حتى لهذه اللحظة. واحنا نقولوا On vient de sortir de prison. الآن à l'instant. فخبرونا بعد الساعة ما تجاوزت الساعة 4 خبرونا بعد اللي تم الإفراج عنهم. أنا في الحقيقة سعداء بالإفراج، لكن في نفس الوقت أنا شخصيا مستغرب ماذا يحدث في العدالة، ماذا يحدث في القضاء الجزائري. هذه يعني مفاجأة أعتقد بأنها تعطي انطباع هل فعلا القضاء الجزائري مستقل. نطرح تساؤل أكثر من مرة، ماذا حدث أمس؟ لماذا تم إيداعهم؟ احنا إذا كان تصحيح خطأ على الجهات القضائية أن تصدر بيان وأن تعترف بأن هذا خطأ قضائي تم تصحيحه. يجب أن تكون هناك توضيحات، يجب أن نتوقف عن توظيف القضاء لمصالح سياسية. هذا الشيء ما يخدم المسار القضائي ولا يخدم القضاء الجزائري. احنا نتمنى أن السلطة تتنحى تماما، السلطة السياسية من العمل القضائي، وتخلي القضاء للقضاة بكل حرية وبكل استقلالية. احنا سعداء بالإفراج عنهم، نتمنى أنه يفرج عن كل المظلومين، نتمنى أن يفرج عنهم جميعا. مثلا نعطيكم مثال برك للرأي العام باش يشوفوا. قاضي تحقيق لمحكمة بيرموند رايس يرخص الأستاذ باكور عميروش متهم محامي رخصة صالحة طيلة فترة تحقيق بالمدعو عيد قاسي. وشوفوا لا دات سي لو 29 جويي 2020 لو 29 جويي 2020 سيتادير اليوم صباح كي حكمنا، كي درنا هذه الرخصة، طلبنا هذه الرخصة عند قاضي تحقيق صباح كي عطانا الرخصة بالاتصال، معناتها المتهمين في الحبس، معناتها حتى قاضي تحقيق ما على بالهوش بلي كانوا رايحين يخرجوا. هذه نتساءل انا. جو سوي شوكي et j'ai honte et j'ai peur en tant qu'avocat. ما على بالناش وين انا رايحين. اسكو لو مينيستر لا جوستيس يقدر يفهمنا كيفاش قاضي تحقيق يأمر بإيداع متهمين في مجال الصحافة البارح، واليوم المحامين يعطي لهم قاضي تحقيق يعطي لهم رخصة بالاتصال، المحامين بوندون 4 اور داخل الحبس يستناو يقول لهم يسون ليبيرابل. نخرجوا من الحبس نلقاو فيسبوك معمرة والاعلام وتم الافراج عنهم. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? C'est qui ces gens qui prennent la décision? C'est qui ces gens qui font pression sur la justice? Jusqu'à quand? Le 29 اليوم le juge d'instruction ne savait pas qu'ils allaient être libérés. La preuve عطانا رخصة اتصال. Algérie, les journalistes ne se valent pas. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler
J'ai avec moi Abdelghani Badi, avocat et militant des droits de l'homme depuis Alger. Sofiane Melloufi, directeur Média and Survey depuis Alger. Zoubida Assoul, avocate présidente de l'UCP depuis Alger et présidente de l'Union pour le changement et le progrès. Et Amirouche Bakouri, avocat et militant des droits de l'homme depuis Alger. Abdelghani Badi, merci d'avoir accepté notre invitation. شكرا ميرسي. شكرا يبارك فيك. عبدالغني بدي فهمنا وش هذا اللي صرا يعني ناس البارح دخلوا للحبس ما كانش حتى يعني دي شيف دانكولباسيون باينين واليوم حتى الجوج دانستركسيون اللي دخلهم للحبس اللي المفروض اذا على ما اظن يعني انا لازم هو اللي ما كاين الا هو اللي نجم يخرجهم ما دام هو اللي دخلهم هو في ذاته ما على بالوش باللي يخرجوا وانتم كموكلين على هذا الشخصين لما رحتوا للسجن باش تطلعوا عليهم لقيتوهم باللي سرحوهم وانتم ما على بالكمش. فهمنا سي عبدالغني بدي وش صرا؟ احنا الحقيقه بعد ايداع الاخوه السجن المؤقت امس مشينا الصباح الى محكمه بيرموند رايس لاستخراج رخص الاتصال بهم يعني باش نزوروهم. فتحصلنا على رخص الاتصال قبل منتصف النهار وتنقلنا بعد الظهر يعني حوالي الساعه 2 زوال كنا في المؤسسه العقابيه انتظرنا اكثر من ساعتين احنا ننتظروا باش يجيبوهم نتواصلوا معاهم ونتحدثوا معاهم لكن الامور طولت ما جابوهمناش المؤسسه ما قدرناش نتواصلوا بهم فخلاص يعني حتى الساعات اللي مخصصه للمحامين باش يشوفوا الموكلين تاعهم في المؤسسه انتهت يعني الساعه 4 كاين دفعه اخرى مخصصه في سجن حراس لزياره مساجين قضايا الفساد دايرهم زياره خاصه تبدا من الساعه 4:30. دونك حنا فاتت الربعه ما جابوهمناش عندما استفسرنا قالوا لنا باللي مع الاول كانوا يقولوا لنا باللي ما لقيناهمش راهم في ربما راهم في جهه اخرى رانا نفتشوا عليهم ما حبوش يقولوا لنا باللي ما كانش في السجن باللي تم الافراج عنهم حتى بعد ما انتهت ساعه الزياره قال لك يا هذو يا تحصلوا على افراج. احنا كي خرجنا من المؤسسه العقابيه باش عرفنا فعلا بان الناس يعني لقينا لي ريزو سوسيو لقينا الناس تتكلم الناس اتصلوا بنا عن طريق الهاتف ففعلا يعني كانت مفاجاه. احنا امس يكون اصدار امر بالايداع واليوم يكون امر بالافراج. هذه يعني في الحقيقه الاجراءات هما بعد استفسرنا عن طريق الاجراءات قيل بان غرفه الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر هي من قامت بالافراج عنهم وهذا هو الطبيعي في الحقيقه لكن غير الطبيعي هو كيف اطلع الملف قبل ما يخلصوا 3 ايام تاع الاستئناف. دابور كاين اجل الاستئناف اللي هما 3 ايام. ثانيا كيفاش يطلع الملف لغرفه الاتهام بلا ما يديروا اخطار الدفاع تاعهم وكيفاش يطلع له جرمان. هذه عمرنا ما سمعنا ملف يطلع لغرفه الاتهام في ساعتين يعني عاده قضايا تاع اوامر الايداع اقل شيء هو اسبوع 10 ايام باش يجدوا له اذا ما استأنفت امر ايداع. لكن الظاهر انه هذا الملف الصباح كان يعني تم تحويله من محكمه بيرموند رايس الى مجلس قضاء الجزائر وداروه في غرفه الاتهام وقضاة غرفه الاتهام بالافراج عليهم. هذا هو المسار غير طبيعي هو السرعه القصوى بهذه الطريقه اللي تعطي انطباع بان الامور تمت عن طريق الاوامر وعن طريق التداخل في القضاء وان القضاء لم يكن حرا اعتقد لا بايداعهم ولا بالافراج عنهم. هذا هو الشيء المخيف. ولكن يا استاذ يعني على الاقل نظن هو واحد ما يشك باللي الايداع تاعهم ولا الافراج تاعهم يعني بالتليفون ولكن على الاقل لو جيج دانستركسيون هذا قاضي التحقيق يعني قال لي يقولوا له على الاقل حتى اذا ما يشاوروهش قال يا ولدي خلاص غرفه الاتهامات طلقتهم. على الاقل كي تروحوا انتم تطلبوا باذن الزياره يقول لكم لا صاينا طلقناهم على الاقل يعني حتى يعني هذه تخلينا نتصور باللي الامر جاء من فوق خلاص وجاي يعني تلقوهم تو سويت ما تخليهمش يقعدوا دقيقه. احنا هكا فهمناها. يعني هي تشعر ان الامور صارت تتم يعني بدون حياء يعني كما نقولوا بلا حشمه
بلا حشمة. يعني احيانا يودعوا ناس الحبس المؤقت، وخاصة في قضايا الحراك والناس اللي تنشط ويعتقدوا بأنها تنشط ضد الخط نتاعهم، يودعوهم الحبس بملفات فارغة بدون حياء وبدون أي كرامة وبدون أي شعور بالضمير أو شعور بالمسؤولية أو شعور بالأخلاق. يودعوهم الحبس المؤقت، وكي تقول له أنت كيفاش يعني هذا الشخص ودعته حبس مؤقت راهو ملف فارغ، يقول لك أنا وش الاتهامات بالضبط؟ وش الاتهامات بالضبط أستاذ؟ الاتهامات، تعرف الاتهامات هي في الحقيقة داروا لهم اتهامات على الإضراب بالمصلحة الوطنية. الو موني عنده انبوت كوميونيكاسيون ينشط فيها، ومنصف عيد قاسي يعرفوه الجميع بانه كان مراسل فرانس 24 وصحفي شاطر وينشط بكل نزاهه، يعني الامور مرتبطه بعملهم وما عندها حتى زاويه انا شفتها في الملف بانها خارقه القانون، الا بعض التجاوزات اللي احنا نعتقدوا انه بان القانون الجزائري وجهات المسؤوله عن الاعلام في الجزائر هي دائما دير لي باطوطون لي رول للصحفيين باش ما ينشطوش المسائل المتعلقه بالاعتمادات لاكريديتاسيون اكسيتيرا، فهذه في العاده يديروها تقريبا كانت في قضايا عده بالنسبه للصحفيين، وهذه اذا رجعوا الى قانون الاعلام الجزائري اللي مضيق الخناق على الصحفيين، سواء اللي هما صحفيين جزائريين او صحفيين مراسلين لقنوات اجنبيه، فكل الصعوبات يتلقاوها يوميا في ممارسه عملهم، وهذا الشيء اللي يخلي المساله تظهر على ان السلطات هي اللي تجهز القوانين وتجهز العراقيل اللي يمكنها بعدها باش تتابع الصحفيين وتتابع النشطاء بتهم هي تكون وجدت البيئه وجدت المناخ لمتابعتهم بذلك. اذا فالتهم اللي عملوهم هم تهم تلقي اموال من الخارج من اجل للإضراب بالمصلحة الوطنية، أشياء يعني سياسية محضة ومهنية محضة. احنا ما ندخلوش في التفاصيل بتاع الملف بتفاصيله لأننا نحن أخلاقيا ملتزمين بسرية التحقيق، لكن في النهاية أنا نأكد بأن المتابعة كانت مبنية على أساس المهنية وعلى أساس العمل تاعهم كصحفيين لا أكثر ولا أقل، وإحنا قناعتنا لا يوجد في الملف ما يمكن ان يجرم او يعاقب عنه. لا الاخر كان مصور، يعني هذا حسني مصور، يعني يصور انت تعتقل وتدي له الايداع فقط لانه يصور. هذه مأساة ما حدثتش حتى في اي زمن في تاريخ الجزائر، ما كانش فتره مرينا بها كما فتره كما هذه تعود تدخل الصحفيين كل شهر تدخل صحفي. احنا ما صدقناش انه رانا نقتربوا من محاكمه خالد درامي بعد ما يقضي اكثر من 4 اشهر الان، واليوم بالضبط 4 اشهر تمر على خالد درامي، دخل في 29 مارس، اليوم رانا 29 جويلية، اليوم 4 اشهر كامله على خالد درامي. وما كانش اللي يحوس عليه وما كانش اللي اقعد معنا استاذ عبد الغني بادي، نرجع لك بعد حين. معنا الاستاذ عميروش باكوري احد من المحامين تاع المتهمين. Maître Amirouche Bakouri, merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, merci de nous avoir appelés. Merci. Alors, nous avons vu votre belle colère tout à l'heure quand vous expliquiez un peu ce qui s'est passé. Et donc voilà, des gens qui ont été arrêtés sous des motifs très fallacieux qui remonteraient à 2019. Il se trouve que ces 2 personnes, un journaliste et un réalisateur, collaboraient avec France 24, dont tout le monde connaît, j'allais dire, la connivence avec le régime algérien. Et donc tout le monde s'est étonné comment ça se fait, au point où les gens pensaient que le régime avait été piégé par un autre clan qui voulait le mettre en difficulté. Mais le plus étrange, et que ces gens ont été libérés de façon absolument anormale, j'allais dire, même si nous nous réjouissons de leur libération, et même vous n'étiez pas au courant. Et le pire du pire, c'est que même le juge d'instruction qu'ils avaient incarcéré a appris la nouvelle par les réseaux sociaux et le téléphone. Amirouche Bakouri. Exactement. Moi, est-ce que si on peut qualifier ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui, je pense qu'on a assisté à une prise d'otage.
Une prise d'otage, bon maintenant, est-ce qu'il y a eu une rançon ou pas, je ne sais pas. Mais il y a eu une prise d'otage qui a duré au moins 19 heures. Ça veut dire, pour bien comprendre ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire, voilà, nous avons mis votre journaliste et votre réalisateur, alors que ce sont le journaliste et le réalisateur de l'Algérie, d'abord et avant tout. Nous les avons mis en prison et maintenant nous négocions. D'après vous, ce qui s'est passé, ou ce qui se serait passé. Peut-être il y a une négociation, peut-être, je ne sais pas, parce que là, on peut supposer toutes les théories et toutes les possibilités, parce que là, on n'est pas devant un dossier juridique, c'est un dossier politique, politico-politique. Il n'y a aucune affaire de droit dans ce dossier. Maintenant, pourquoi je dis une prise d'otage? Parce qu'ils ont été libérés aujourd'hui. Et c'est la première fois que ça se passe en Algérie. Je vais vous expliquer normalement comment ça doit se passer. Oui. Alors, le juge d'instruction les a mis hier sous mandat de dépôt. À 17h, 18h. 18h. Voilà, 18h. J'étais présent pendant l'audition. Quand il a décidé de les mettre sous mandat de dépôt, il était environ 18h. Ils ont été libérés aujourd'hui vers 14h30, 15h. C'est-à-dire, nous, quand on est rentré à la prison d'Al-Harrach pour leur rendre visite, alors, vous m'entendez? Très bien. Allô? On vous entend, Oui. on vous entend. Alors, quand on est rentré à 14h, je vous affirme qu'ils étaient toujours en prison. Pourquoi? Parce que quand on rentre, et quand c'est la première visite, on passe d'abord au greffe. Le greffe nous donne le numéro d'écrou. Donc, il cherche dans une application, il y a un numéro d'écrou, on nous communique le numéro d'écrou qu'on met sur le permis de communiquer, ce qui nous permet d'aller leur rendre visite. Donc, vu que l'application nous a donné le numéro d'écrou, ça veut dire à 14h, ils étaient toujours en prison. Ils disent qu'ils sont sortis vers 15h. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont sortis pendant que les avocats attendaient dans la salle d'attente pour les recevoir. Donc ça s'est jamais passé. Comment ils sont sortis? Maintenant, on peut mettre des théories. Pour moi, en tant qu'avocat, c'est impossible que ce soit le juge d'instruction lui-même qui a ordonné leur mise en liberté. Eh bien, il semble, selon Maître Badi, que c'est la chambre d'accusation qui s'est saisie de l'affaire de façon très, très, très diligente. C'est impossible que ce soit le juge d'instruction. Oui. Même si la loi lui permet, lui interdit pas plutôt. Oui. Il peut le mettre sous mandat de dépôt hier et demander sa libération et ordonner sa libération aujourd'hui. Mais ce n'est pas lui, parce que lui, dans sa tête de juge d'instruction, ces détenus sont en prison. Il a délivré les permis de communiquer à midi aux avocats. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une programmation éclair de la chambre d'accusation qui a annulé le mandat de dépôt. Au moins de 24 heures, 18 heures. Ça veut dire que l'injonction qui est tombée de très haut. C'est une intervention... C'est-à-dire que c'est un dossier qui est en train de planer dans les hautes sphères, dans la stratosphère. Voilà. C'est un dossier qui n'est pas du tout juridique et qui porte atteinte à l'image de l'Algérie. Je suis heureux pour les détenus, pour le fait qu'ils soient libérés aujourd'hui, mais je suis triste pour l'Algérie. Alors, avant de vous libérer, Amirouche oui. Bakouri, que vous êtes sur la route et vous nous avez demandé de ne pas vous garder trop longtemps.
Alors, Oui. Qu'est-ce que vous préconisez devant une telle catastrophe, devant des comportements aussi irresponsables, aussi mafieux, aussi mafiocrates de magistrats qui se laissent guider par le bout du nez, à qui on demande d'incarcérer, à qui on demande de libérer et qui obéissent sans état d'âme? Ça va rester longtemps comme ça. Il n'y a pas de recours possible, il n'y a pas de magistrat qui pourrait se lever et dire basta, on va continuer comme ça longtemps. Vous savez, je vais reprendre une citation de Maître Éric Dupond-Moretti, qui est actuellement ministre de la Justice en France. Oui. Dans l'un de ses livres, il dit que la justice est rendue par ceux qui la signent. Vous savez, c'est le juge d'instruction de Bir Morad Reyes qui a signé le mandat de dépôt. Oui. Et c'est les magistrats de la chambre d'accusation qui ont signé l'annulation du mandat de dépôt. Maintenant, le magistrat, on n'est pas dans un pays où la justice est indépendante. Mais le magistrat a une très grande responsabilité. Et comment? Moi, si j'étais magistrat, si j'étais à la place de ce juge d'instruction, Oui. au minimum, je vais demander à ce que l'on décisif ce dossier. Oui. Parce que je ne peux pas maintenant juger sur les intentions. Parce que le mandat de dépôt est une procédure légale. Oui. Si ce juge l'a fait... En son âme et conscience. En âme et conscience. Il a vu que c'est un dossier, il faut que je les mette en mandat de dépôt. Je crois qu'il ne doit pas continuer à être le juge d'instruction aujourd'hui. Amirouche Bakouri, merci, Voilà. au plaisir de vous retrouver. Abdelghani Badi, نفس السؤال قبل ما نسرحوك ونشكروك. يعني الحالة هذه راح تتم كما هكا، يعني لهذه الدرجة هذه، ونعت فضيحة للدرجة، وين لا العقل لا الضمير لا حتى حاجة تقبلها. راح نكملوا كما هكا، يعني الوينتا كما يقولوا. لا أخي جمال، هي حقيقة لازم يكون هناك وعي جماعي، لازم يكون وعي جماعي عند كافة الشعب. احنا عندما نسمح بمحاكمة ربما من نعتقد بأنهم خصوم سياسيين يشكلوا في مرحلة ما نقبل بمحاكمتهم بالانتقام وبالخصومة السياسية، أكيد احنا نسمح للنظام أنه يقوم بنفس الدور معنا، مع الناس اللي تنشط في إطار محاولة الانتقال الديمقراطي والتغيير والحراك. إذن في المعادلة معقدة من حيث طبيعتها، من حيث تركيبتها. فالوعي الجماعي هو الذي بإمكانه أن يرفض، أن يحجب مثل هذه الممارسات، أن يكون في تصدي دائم بالتنديد ما قامت به اليوم مثلا قناة فرانس 24 تجاه مراسل سابق لها، لم تقم به أي وسيلة إعلامية عندنا احنا في الداخل. خالد راني كان الصحفي في الشروق ولا تحركت ولا كتبت عليه حرف. الصحفيين الجزائريين الان ما تعاطفوش مع خالد راني، ما تعاطفوش من قبل مع مراكشي، وما يتعاطفوش حتى امس ما شفناش الاقلام الجزائريه الصحفيه او القنوات. وهذا ما اسمح لي ذاك تاع الكلام استاذ. اما فيما يخص رحموني رمضان ومنصف آيت قاسي ولو، احنا فرحانين يعني باطلاق سراحهم. فرانس 24 في النشره تاعها قالت نطلبوا اطلاق سراح الاثنين فورا، باللفظ هذا فورا immédiatement. لا هذا يعطي فعلا بأن الإعلام في فرنسا سلطة رابعة حقيقية، هي سلطة حقيقية يمكنها أن تفرض منطقها وقراراتها داخل وخارج البلد نتاعهم، يعني كقوة إعلامية قوية جدا. أعطيني احنا في الجزائر سلطة إعلامية بإمكانها أنها ترفع صوتها فقط وتقول نطالب بالمحاكمة العادلة فقط للذين اعتقلوا. ما كانش وسيلة إعلامية. هذه الهشاشة، هذا الانبطاح، هذا الخلو من الصدق، الخلو من الصرامة، من الإنسانية عند بعض الصحفيين، عند الوسائل الإعلامية عندنا، هي اللي تركت هذه المساحة للتغول الأمني والتغول السياسي والهشاشة القضائية
القضائية وضعف المنظومة. كل هذا هو اللي خلانا اليوم نوقفوا أمام مثل هذه القضايا اللي في الحقيقة تسيء للجزائر كدولة، تسيء للقضاء الجزائري، تسيء لنا جميعا. احنا كمحامين أنا صراحة اليوم شعرت بالمهانة لأنه تقريبا تشعر بأن الدور نتاعك تقريبا لا شيء في ظل هذه المنظومة، تشعر بأن الدور نتاعك مضروب في الصفر مع مجموعة من العصابة تدخل الناس بالتليفون وتخرجهم بالتليفون. فاحنا بقى لنا دور اننا نندد ونشجب ونبقى نناظر ونبقى في الميدان ونبقى بالتصدي، ونتمنى انه ما نكونوش وحدنا، لانه نشوفوا بان هناك نوع من السكوت في المجتمع المدني. هناك حتى من يؤيد مثل هذه القرارات، قال هذا تاع فرونس 24 معليش دكوه، هذا ماشي مواليني في الايديولوجيا معليش خليه يدكوه. هناك يعني اشياء ساعدت السلطه باش تقوم بهذه الممارسات. قلت بانه عندما قبلنا باش نشكلوا في معادله السلطه عندما كانت تعتقل، انا نقول تعتقل في رجالات المال والفساد في الجزائر، وما طالبنا لهمش بمحاكمات عادله. هناك من كان يطالب بنصب المشانق، وهناك من كان يتشفى، وهناك من كان يطلب بالانتقام. فكانت الامور صعبه جدا باش اليوم نقدروا نكونوا امام قضاء عادل، لاننا ضيعنا الفرصه منذ سنه عندما بدات اعتقالات نشطاء الحراك وكذلك رجال المال، لم نكن نطالب بالعداله. فاليوم هذه النتيجه اللي ندفعها اليوم. قضاء يتغول عليه جهات خفيه، قضاء ليس له القدره على التحكم في دواليبه، وهذه هي للاسف نتائج اللي وصلنا لها. عبد الغني بادي لا من سعيد قاسي ورحموني، ونتمنى ان يفرج عن الجميع وان يفرج عن القضاء. عبد الغني بادي نشكرك بزاف ونتمنى تزورنا ساعة كيما هك. بارك الله فيك وبارك الله فيكم كل المحامين على المجهودات الجبارة اللي تبذلوها يعني من أجل المظلومين. يعطيكم الصحة، بقى على خير. Nous allons voir et écouter un extrait de ce qu'a dit France 24 au sujet de cette affaire. Écoutons-les. Bienvenue sur France 24. Avant de développer ces titres, nous avons appris l'arrestation de notre confrère, le journaliste Moncef Haït Kassi, jusqu'à récemment encore correspondant de France 24 en Algérie. Il a été placé sous mandat de dépôt, tout comme le réalisateur Ramdan Ramouni. Ce dernier avait assuré l'entretien avec le président algérien le 4 juillet dernier. Son avocat n'a pas encore précisé les raisons de son interpellation. Il a simplement précisé que les accusations qui pèsent contre lui étaient, je cite, graves. La direction de France Média Monde et de France 24 travaillent sans relâche depuis hier soir et toute la nuit afin d'obtenir leur libération. Nous apportons bien sûr à nos confrères injustement arrêtés tout notre soutien, et sachez aussi que les autorités algériennes ont été saisies dès hier soir. Des avocats sont auprès d'eux, le Quai d'Orsay et sa cellule de crise ont été alertés. Sofiane Melloufi, directeur de Médias et Survey Alger, merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir. Merci. Alors, votre sentiment sur cette très curieuse affaire, encore que personne n'est étonné que les magistrats travaillent à l'injonction, mais on n'avait encore jamais vu ça avec une telle célérité, avec un tel empressement, au point où même le juge d'instruction qui avait signé le mandat de dépôt n'avait pas été informé, non pas consulté, même pas informé de l'élargissement des deux personnes qu'il avait incarcérées. Sur les aspects techniques et sur les aspects juridictionnels et procéduriaux, donc je pense que les avocats ont bien répondu. Et d'ailleurs, je rends hommage à tous ces avocats qui défendent tous les détenus d'opinion, en l'occurrence les détenus de Harak et les journalistes militants impliqués dans cette grande révolution qu'est le Harak. Encore une fois, tout a été disséqué, tout a été abordé avec force de détails techniques et détails de procédure. Donc, on voit que les choses ne se sont pas déroulées. Et c'est encore une fois, je reviens à paraphraser un jeune confrère à Moncef Haït Merzouk, en l'occurrence Mahrez Arabia, qui disait sur son post Facebook « coup de théâtre ». Donc, vraiment, on est dans une mise en scène. Hélas, utilisant cet adjectif ou ce propos, c'est coup de théâtre, donc on ne comprend pas. Donc imaginez-vous la perception de l'opinion publique par rapport à ce qui se passe. Et surtout moi, comme je suis technicien de la communication, donc j'essaie à chaque fois d'aborder des volets en relation avec la communication de crise, la communication gouvernementale. On voit encore une fois une communication gouvernementale hors du temps.
Donc on voit qu'il y a une polémique qui enfle. Donc il y a un journaliste dans France 24 parlant d'un ancien correspondant. Donc imaginez-vous France 24 qui défend un ancien correspondant, oui. Même si on connaît un petit peu ce qui s'est passé, donc pourquoi ce journaliste n'a pas pu honorer ses engagements près de la chaîne. Toute cette force, comment ils ont défendu avec des propos, pour moi, pour ma part en tant qu'Algérien, humiliants à mon égard. Hein. Moi, je le sens comme ça. Je ne suis pas dans la surenchère de la fibre patriotique, mais quand j'entends qu'une cellule de crise du Quai d'Orsay a été mobilisée pour libérer Demena ou le Hamna qui n'en parle. Donc c'est un petit peu humiliant. Imaginez-vous toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'opinion publique et surtout qu'aucun communiqué du parquet et aucune communication de la présidence de la République, ou bien du ministère des Affaires étrangères, parce que le Quai d'Orsay, c'est vis-à-vis du ministère des Affaires étrangères, donc normalement il y aurait eu intervention du ministère des Affaires étrangères pour un petit peu au moins essayer de donner le semblant que c'est une affaire qui a été faite dans toute la célérité, qu'il y a eu des dispositions au moins techniques dans le cadre des procédures. Donc Mme Zobeida Assoul peut expliquer mieux que moi, et Maître Badi et Maître Bakouri, donc ont expliqué de manière magistrale. Mais encore une fois, imaginez-vous les affres que ça peut et les conséquences que ça sur l'opinion publique. Et encore une fois, donc on voit qu'il y a une succession de couacs, une succession de problèmes. Donc encore une fois, l'Algérie ne fait que pleurer. Et vous n'avez pas l'impression que c'est un autre coup tordu? Parce que ceux qui ont fait libérer ces deux journalistes, enfin ce journaliste et ce réalisateur, à l'évidence, ce ne sont pas les mêmes qui les ont fait incarcérer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème est que ceux qui les ont fait libérer, est-ce que ce ne serait pas de leur part un coup tordu pour déstabiliser Tebboune et ses protecteurs, de la même manière, comme le pensent beaucoup de gens, pour l'affaire Harga Blitzkrieg qui a eu lieu alors que pas un seul Harrag n'a été intercepté. Beaucoup de gens font la relation aujourd'hui. C'est comme si quelque part il y avait des forces occultes, un clan, on ne sait pas, qui est en train de faire des crasses au clan dirigeant, au clan dominant, pour le mettre en difficulté. Vous savez, j'ai eu un petit peu le privilège d'avoir, moi, assisté à plusieurs décennies dans ce pays. Donc, la décennie des années 80, 90, et la décennie que je ne voudrais même pas nommer, les 20 ans. Et encore une fois, c'est les 20 ans tristement célèbres de l'Algérie contemporaine. Donc, encore une fois, quand on voit la succession de couacs, donc on se dit que même dans les diverses prestations, divers entretiens qu'a eu Tebboune avec soit France 24 ou la presse algérienne, il a mis un petit peu en doute certains cercles qui travaillaient autour de lui, cette bureaucratie, mais jamais les nommer, jamais les préciser, jamais les pointer de doigt, ni nominativement, ni quels sont ces cercles-là, cercles financiers, les cercles occultes. Mais encore une fois, un pays qui se respecte, un pays fort, un président de la République doit renvoyer un message fort. Un président de la République affaibli par des cercles occultes. Il ne peut pas y avoir des cercles occultes. S'il y a des cercles occultes, il y a des services de sécurité qui travaillent, des services de la présidence qui travaillent. Le gouvernement est mobilisé pour mettre à nu ces cercles occultes et surtout anéantir ces cercles occultes qui soit transgressent la loi, donc ils vont à contrario des décisions de la présidence de la République, et en même temps qui constituent des forces d'inertie. Mais encore une fois, ça a duré. Par exemple, Azmet le Covid, ça dure depuis 7 mois. C'est maintenant qu'on réfléchit, qu'on essaie d'anticiper, mais il fallait anticiper déjà au mois de mars. Donc il fallait, un mois est passé, par la suite, on a tout compris, il fallait tout mettre en route, tout réorganiser et surtout tout adapter. Je ne vois que, encore une fois, mais est-ce que c'est un gouvernement tétanisé? C'est une présidence de la République qui se cherche? C'est un programme sur lequel il a été élu, mais en réalité, rien n'a été formalisé. Donc on se cherche et on essaie de vivoter et l'opinion publique par des débats, par des non-sujets, en créant de l'actualité gouvernementale qui fait que maintenant, on a un semblant de vie publique. Restez avec nous. Zobeida Assoul vient de nous rejoindre. Zobeida Assoul, merci
d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocate, présidente de l'Union pour le changement et le progrès. Bonsoir, c'est Jamal. Merci pour l'invitation. Je salue vos autres invités, même si je n'ai pas eu la chance d'écouter toutes les interventions. Merci. Alors, deux de vos confrères vous ont précédé, Abdelghani Badi et Mirouche Bakouri, qui nous ont expliqué un peu ce qui s'est passé, que très vraisemblablement, c'est la chambre d'accusation qui aurait procédé à l'annulation du mandat de dépôt dans un temps record, nous ont-ils dit, jamais observé jusque-là. Et ils n'en reviennent pas que même le juge d'instruction n'ait pas été mis au courant, non pas sollicité, même pas mis au courant. Et donc nous avons aussi parlé de la réaction de France 24 qui a vraiment mis tous les carburateurs en marche et de cette fameuse injonction où ils ont exigé la libération immédiate, des deux personnes incarcérées. Alors, Zoubida, sur votre sentiment donc, général sur ce qui vient de se passer. La première des choses, c'est qu'on se réjouit de la libération de Moncef Haït Kassi et Rahmoudi. C'est une bonne chose. Mais moi, ce qui me vient à l'esprit comme première réaction, c'est que le plus triste dans cette histoire, c'est que la justice est mise à mal. Déjà que la justice ne lui reste pas beaucoup de crédit vis-à-vis des citoyens. Les citoyens, la révolution depuis 2019 réclament une justice indépendante. Aujourd'hui, malheureusement, c'est la justice le plus grand perdant dans cette affaire-là. Pourquoi? Parce que on se rend compte que la justice ne fonctionne pas normalement et que maintenant, quand on apprend par les déclarations des journalistes de France 24 qu'il y aurait même une cellule de crise au niveau du Quai d'Orsay pour cette histoire-là, moi j'ai envie juste de me poser la question et de poser la question à tous les Algériens et Algériennes, mais aussi au pouvoir. Elle est où la souveraineté dont parle le pouvoir et dont il est très jaloux, paraît-il, de la souveraineté et aussi de la maîtrise de l'Algérie, de ses affaires internes et du refus de ce type d'injonction, surtout quand elle vient de la France, parce qu'il y a une sensibilité particulière. Donc ça, vraiment, c'est vraiment un coup très très dur pour le pouvoir. C'est un coup très très dur pour la justice algérienne, parce que jamais aucun pays n'accepterait que sa justice soit mise sous injonction comme l'a été la justice algérienne à l'occasion de cette affaire. Même si, vous savez, nous, moi, le jeune journaliste Haït Kassi, je le connais, je suis même passée avec lui plusieurs fois sur la chaîne où il travaillait. Et je connaissais aussi cette affaire-là qui a commencé depuis quelques mois, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et j'étais au courant de son ISTN quand elle a été, disons, ordonnée par le procureur de la République. Mais là, sa présentation rapide devant le procureur et sa mise sous mandat de dépôt, vraiment, on ne s'attendait pas. Et ce qui est encore plus grave, c'est lorsque le juge d'instruction lui-même, me semble-t-il, mes confrères l'ont dit avant moi, que lui-même n'était pas au courant, mais sur le plan procédural, c'est jamais. Quand il y a un mandat de dépôt, le procureur de la République, qui lui peut être instruit par la chancellerie, c'est tout à fait normal, c'est pas qu'en Algérie, le système judiciaire français lui-même, puisque nous copions quelque part le système français, le procureur, le parquet en général, il travaille sous l'autorité hiérarchique de la chancellerie, donc du ministère de la Justice. Donc il peut recevoir des instructions. Je pense que le parquet a été instruit pour faire appel immédiatement et que la chambre d'accusation, avec une telle célérité, une telle rapidité qu'on ne lui a pas connue, puisque la semaine passée, on a plaidé pour Rachid Nekaz le 22, et l'affaire a été mise en délibéré pour une semaine. Et le matin, moi-même, je me suis présentée et on nous a dit c'est en fin de journée. Et donc, on n'a jamais connu cette célérité. Et justement, au sujet de Rachid Nekaz, de la libération. Au sujet de Rachid Nekaz, vous avez des nouvelles? Il semble que la qualification ait été très dure.
à fait. Vous savez, le dossier de Rachid Nekad, c'est vraiment un dossier qui est basé sur un live qu'il avait fait à l'occasion, quand il y avait le débat sur l'amendement de la loi sur les hydrocarbures, le gaz de schiste et tout ce qui s'ensuit, l'exploitation offshore, etc. Et donc, Rachid Nekad, en tant que politique, il a fait un live en disant à tous les Algériens et tous les Algériens que leur droit de défendre les intérêts de l'Algérie et des Algériens et leur patrimoine. Et il a utilisé une métaphore en disant si quelqu'un doit exploiter sans se remettre au peuple, il vous appartient de prendre un clash. Mais pour lui, le clash en politique, comme on dit, une mort politique. Une mort politique, ça ne veut pas dire qu'on assassine quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un, politiquement, il est fini. Donc il a utilisé une métaphore pour dire la prochaine fois, ces députés-là qui vont voter, il faut les tuer politiquement. Ça veut dire qu'il ne faut plus voter pour eux. Eh bien, on a utilisé ce live, on a fait tout un montage et on l'a présenté devant la justice pour des qualifications criminelles, comme quoi c'est carrément incitation des Algériens à prendre les armes contre des institutions de l'État, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et l'atteinte, bien sûr, à l'autorité, incitation à attroupement non armé, enfin plusieurs qualifications. Ils lui ont enlevé une seule qualification qui est correctionnelle, c'est-à-dire un délit, c'est l'atteinte à l'unité nationale. Et le reste, ils ont ordonné, la chambre d'accusation a ordonné de transférer devant le tribunal criminel. Alors vraiment, c'est incroyable. Alors, Zoubeda Soula, nous profitons de votre présence parmi nous pour vous poser une autre question au sujet de cette ordonnance décidée par Tebboune. Ordonnance, je rappelle que c'est une loi qui ne passe pas par le Parlement, qui n'a pas besoin d'être validée par le Parlement, qu'il prend tout seul, normalement dans des conditions un peu particulières, pour amender le code pénal, pour que les agressions, même verbales, contre le personnel médical et soignant d'une façon générale soient durcies. Sauf que à côté, il passe autre chose où il pénalise aussi, il criminalise le fait de poster des vidéos et des photos qui montrent l'état des hôpitaux. Ils ont trouvé le truc, comme si on peut dire, tous ceux qui attentent à la dignité des malades. En fait, quand on montre un malade dans une situation catastrophique, ce n'est pas pour attenter à sa dignité, mais c'est pour montrer l'état catastrophique, calamiteux de nos hôpitaux. Et donc, à l'avenir, même les médecins et les infirmiers qui postent des vidéos risquent la prison. Zoubeda Assoul. Écoutez, c'est Jamel. D'abord, il faut préciser que le président de la République, sur la base de la Constitution actuelle, qui est toujours en vigueur, a le droit de légiférer entre les sessions ou en dehors des sessions parlementaires par ordonnance. Mais les ordonnances qui sont rendues par le président de la République et signées doivent par la suite être validées par le Parlement dans la première session qui vient. Mais en fait, on ne peut pas dire que c'est déjà une loi, elle ne peut pas s'appliquer parce que je n'ai pas encore eu le temps de vérifier si elle a été publiée sur le journal officiel de la République algérienne. Maintenant, la loi ne peut prendre effet sur le terrain que lorsqu'elle est publiée sur le journal officiel et qu'elle devient, si vous voulez, promulguée et donc elle devient opposable aux tiers. Mais c'est vrai que vous avez raison. Ce qu'on a remarqué, c'est que les médecins et le personnel de santé en général ont fait le bilan de l'état de la gestion du Covid-19 d'une manière très rationnelle. Ils ont demandé et relevé donc, il y a des carences qui existent, notamment le manque de moyens, le manque d'effectifs, parce qu'ils sont tous épuisés, il n'y a pas une rotation qui se fait de manière à préserver au personnel de santé quand même un minimum de repos pour être suffisamment efficace, mais aussi le manque de moyens carrément, que ce soit des moyens médicaux, mais aussi les matériaux, mais aussi tout le matériel de protection de tout le personnel de la santé. Mais parmi tant de ces choses-là aussi, ils ont parlé de la violence qu'ils subissent parfois
ce n'est pas général, mais c'est vrai qu'il y a des cas de violence. Mais moi, j'ai envie de dire, oui, les médecins, ils ont demandé un tas de choses. Pourquoi on leur règle pas le problème des moyens? Parce que quand ils ont les moyens, leur rendement va être meilleur. Et les Algériens qui s'adressent à ces structures de santé, quand ils sont bien pris en charge, quand ils sont bien respectés, quand ils sont bien accueillis, il y aura certainement moins de violence. C'est vrai que moi, personnellement, je hais la violence, je ne suis pas pour la violence, qu'elle soit d'ordre verbal ou encore moins physique, parce que ça doit être répréhensible par la loi. On n'a pas le droit d'agresser ni un médecin ni un personnel de la santé, même si on est offusqué, on est stressé, on est touché dans son âme de voir un de ses proches malade, mal pris en charge ou décédé dans des conditions lamentables. Oui, c'est vrai, c'est compréhensible, mais sauf que le pouvoir, il va toujours aux solutions de facilité, c'est la répression. Restez avec nous. Qu'il accorde à tous ces médecins tout ce qu'ils ont revendiqué et aussi l'encadrement juridique. Il n'y avait rien d'urgent, ça pouvait attendre jusqu'à la reprise du Parlement le 2 septembre pour faire face à cela. Restez avec nous, Zobeida Assoul. Soufiane Melloufi, je ne sais plus qui a dit tout le bien qu'ils ont fait, tout le bien qu'ils font, ils le font mal. Et tout le mal qu'ils font, ils le font bien. Le problème, c'est que ces gens-là, même le mal qu'ils font, ils le font mal. Ils sont incapables, incompétents même à faire le mal. J'en veux pour preuve, puisque vous êtes du milieu, cette façon atroce de communiquer, ou alors c'est le mépris total pour l'opinion publique. À la limite, ce qu'ils viennent de faire, ils auraient pu... je ne sais pas, peut-être appeler le juge d'instruction de la même manière qu'ils l'ont appelé pour incarcérer. Il l'aurait appelé, lui dire écoutez, relâchez-les, on va vous donner l'occasion de vous racheter, de racheter votre réputation. Même pas ça. Ils trouvent le moyen de donner à tous leurs détracteurs le bâton pour les battre. C'est incroyable cette façon de communiquer. Ça se passe comment c'est du mépris ou alors c'est de la très réelle incompétence? Il y a de tout dans ce que vous dites. Hein. Il y a une part de mépris, une part d'incompétence, une part de quelque part de comment dirais-je, de cette folie furieuse de dire c'est moi qui décide et c'est moi qui impose et je m'en fous quelque part de tout ce qui peut se dire à mon égard. Mais encore une fois, ces gens-là représentent la République algérienne, démocratique et populaire. Ils représentent un pays avec cette dimension historique. Donc il faut que ces gens-là... Mais ils la représentent malgré elle, hein, il faut dire. Hein. Des gens qui sont imposés, qui ont capté le pouvoir, sont demandés à personne. Hein. Rassurez-vous, hein, que je ne peux que corroborer dans votre sens. Donc l'histoire de légitimité, donc tout le monde... et d'ailleurs, ce que nous vivons, c'est cette crise de légitimité. Hein. Cette crise de confiance, c'est une crise de légitimité. Parmi les éléments de rupture de confiance, il y a la légitimité, post-12-12. Donc encore une fois, un gouvernement qui se respecte, un État en reconstruction, après la destruction pendant 20 ans et peut-être un peu plus. Donc, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose dont d'abord, politiquement, il faut un rassemblement, donc des gens qui puissent adhérer et qu'un président de la République puisse fédérer pour la reconstruction. D'abord, l'apaisement. Nous, à chaque fois, si vous vous souvenez, lors de la dernière émission, on pensait qu'il y allait un apaisement après la libération de Kenyatta, Bossemel, Blarbi et d'autres personnes. Ils m'excusent si je ne retiens pas leur nom. Donc, par la suite, on pensait qu'il allait avoir cet apaisement. Hier, il y a eu ce jeu dans la soupe, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Monsef Aït Kassi et son collègue, je recherche Ramadan Rahmouni. Donc, on n'a pas compris. Et le lendemain, on ne comprend pas encore plus. Donc, quelque part, est-ce qu'il ne faudrait pas dire à nos dirigeants que ce pays, vous m'avez interrompu tout à l'heure, on a marre de pleurer ces morts du Covid. On a marre de pleurer les haragas qui partent tous les jours. Et la dernière en date est une humiliation encore une fois. Ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'une simple chaîne, France 24, puisse sommer un pays comme l'Algérie, dont ils s'énorgueillissent, les gouvernants,
Donc, encore une fois, donner du sens à vos propos. C'est m'orgueillir, d'accord, mais donner du sens à vos propos, à votre action, ça serait encore meilleur. Une chaîne de télévision qui somme un pays et qui alerte la cellule de crise, donc c'est monté très haut niveau. Mais nous, on intervient et même pas trouver un subterfuge qui puisse au moins, dans la conscience collective, trouver quelque chose de rationnel. Même pas ça. Donc, quelque part, on se fout des gens, on se fout de l'opinion publique, on se fout de l'intérêt du pays, on se fout de l'image du pays, mais quelque part, à un certain moment, qu'il puisse celui qui est aux commandes du pays, alors, disons-le, Tebboune, on fait appel à notre président de la République. Il s'impose, il est là, donc on essaie d'alerter, et je l'ai déjà fait, à essayer de sortir de votre bureau, aller à la rencontre de vos concitoyens, à la rencontre de ceux qui sont malades, aller à la rencontre des médecins, tous ces problèmes-là, aller à la rencontre de gens qui font des files de 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps pour pouvoir toucher leur modeste retraite. Encore une fois, il faut sortir de ces rapports qu'on reçoit dans nos bureaux et qui parfois ne veulent rien dire et qui parfois travestissent la réalité. Encore une fois, et je finirai par ça, si Jamal, Monsef Haït Kassi, Khaled Drani, pour ces gens que j'ai pu côtoyer même de loin et connaître même de loin, ne peuvent aucunement, encore une fois, constituer un danger, et je sais ce que je dis, un danger pour le pays, ou être peut-être des agents à la solde de pays étrangers. Aucunement. Merci. Restez avec nous. Avant de recevoir Nabila Smaïl, maître Nabila Smaïl, qui vient de nous rejoindre, nous allons écouter M. Tebboune, rappelons-le, qui avait qualifié notre confrère Khaled Drarni, l'un des meilleurs journalistes du pays, unanimement reconnu comme tel, de Khabarji. Et ce n'est pas cette vidéo que nous allons vous passer, mais une autre. Écoutez-le. قلنا الديمقراطية أنا التزمت وقلتها مرارا وتكرارا أن ما ندعم حرية التعبير، لأن بلا حرية التعبير ما تقدرش تمشي بعيد. ولكن قلت نحارب بشراسة الكذب والتجريح والسب والشتم باش توصل نتايا باش دير حاجة فكاهية تخلق لي مشاكل دبلوماسية. رفعوا المستوى شوية، رفعوا المستوى. هذه غير مقبولة هذه. أما الآخرين اللي قالوا تقليص حرية التعبير، صحفي يخرج يستنطق لأن قال كلام قوي على الدولة الجزائرية، مش على الرئيس ولا يستنطق، يخرج يمشي للسفارة يعطيه معرض حال، استنطقني فلان واستنطق لي فلان. ايش راك ماكش بعيد على الخبرجي. شاهد صحفي من حقنا احنا ندافع على السياده نتاعنا، هذه مهمتي وسندوها للجزائريين ومقتنع بها وقلتها، ما نتخلاش بالشبر على اعلان نوفمبر وعلى رساله الشهداء. Je suis désolé, finalement c'était la bonne vidéo. Je rappelle que ce monsieur, qui est le pseudo-président de la République algérienne, est censé être le premier magistrat du pays, le représentant de la première institution du pays, censé respecter la loi plus que tout le monde. Or, la loi dispose que tout inculpé est présumé innocent jusqu'à l'établissement de la preuve de sa culpabilité. Ce monsieur ne tient aucun compte de cela. Nabila Smaïl, merci d'être avec nous. Bonsoir, notre ami Jamal Mouchak. Labas Ibark Fik, merci d'être avec nous. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, Nabila Smaïl, sans rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, puisque vos confrères nous ont abondamment expliqué, et Zoubida Assoul aussi, qui est avec nous, votre sentiment sur ce grand fatras, sur ce qui est en train de se réaliser là sous nos yeux, au point où on a envie de se pincer pour voir si nous ne sommes pas en train de faire un cauchemar quelque part, tellement c'est outrancier. Nabila Smaïl. Moi je pense que au point où on en est, je crois que tous les qualificatifs ne pourraient pas résumer la situation, parce que ça dénote
une incohérence totale et un désarroi. Et ça démontre qu'il y a une lutte, et cette lutte pourrait emporter l'Algérie vers l'inconnu. C'est ça qui nous fait peur. C'est vraiment ça qui nous fait peur en tant qu'acteurs politiques, avant d'être des juristes et des avocats. Ce qui nous fait peur, c'est qu'il y a une absence totale de raison, il y a une absence totale de respect des lois. Il y a comme s'il y avait deux têtes pensantes et que chacune essaie de bloquer l'autre, comme s'il y avait plusieurs centres, plusieurs intervenants sur la même question. Donc, ce qui s'est passé hier avec le journaliste, l'ordonnance de mise sous mandat de dépôt, qui est annulée par je ne sais pas qui, et que des avocats partent le voir ce matin, ils obtiennent leur permis de communiquer le plus normalement du monde, sans que le juge d'instruction leur dise qu'il y a eu appel, parce que celui qui va faire appel, c'est l'avocat. Et les avocats sont partis le voir à la maison d'arrêt de l'Harrach. Vous n'allez pas le voir parce qu'ils sont sortants. Donc, vous savez, il y a vraiment, nous sommes en train de vivre la déliquescence totale de l'État. Et le seul responsable de cet État, c'est le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place est en train de gérer pas un peuple ou un État, il est en train de gérer un semblant de pays avec des sujets. Parce que c'est outrageant ce qui est en train de se passer. Quand vous avez un président qui profite de ses prérogatives pour légiférer et alourdir encore plus le code pénal et ordonner des mesures allant jusqu'à la perpétuité pour des agressions contre les médecins, moi je dirais qu'au lieu de se casser la tête à alourdir le code pénal, il faudra essayer de régler le problème de l'infrastructure sanitaire et être sérieux un peu dans la prise en charge des malades. Parce que ce qui pousse à la violence, c'est l'absence de moyens, c'est l'absence d'accueil. Quand vous avez un parent de malade qui part à l'hôpital et qui ne sait plus à qui s'adresser parce qu'il n'y a personne, parce que tout le monde rejette la responsabilité sur l'autre, c'est tout à fait normal que dans cet état d'esprit, les concernés ne se contrôlent pas. Ils peuvent aller jusqu'à la violence verbale pour passer à la violence physique, mais moi je dirais que il faut régler le problème, le véritable problème, c'est le mandat Sahiyat. Et justement, Nabil Asmaïl, justement, au sujet de les problèmes de mandat Sahiyat, les problèmes du secteur sanitaire que les médecins eux-mêmes et les infirmiers dénoncent en diffusant des vidéos et des photos sur la situation des malades, des manques de moyens. Alors, chose qui n'a pas été remarquée dans la même ordonnance qui aggrave donc les sanctions pénales, chose qui n'a pas été remarquée, qui n'a pas été relevée, c'est que dans la même ordonnance, les médecins et les infirmiers et le personnel soignant sont passibles de très lourdes peines de prison ferme s'ils continuent de diffuser des vidéos et des images. Et là, c'est ça justement. Ouais. C'est une gestion où on vous oblige à vous taire, à accepter des situations inadmissibles, insupportables, au risque, si vous parlez, vous rentrez, on vous emprisonne. Ça, c'est pas normal. Moi, je vais vous dire plus grave que ça. Au lieu de se casser la tête et de faire des semblants de réunions pour essayer de faire passer des textes de loi répressifs de la sorte, moi, je demande qu'est-ce qu'a fait le pouvoir pour justement légiférer et empêcher cette harada. Expliquez-moi comment est-ce que plus de 50 barques avec moteur puissant ont pu passer le contrôle de garde des côtes. Ce n'est pas normal. Dites-moi quelle a été la réponse des pouvoirs publics quant à ce phénomène qui a éclaté cette semaine et tout le peuple sait qu'il y a encore des embarcations de fortune, il y a encore des départs de Harraga qui sont programmés pour cette semaine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, alors restez avec nous, Smaïla Nabil. Zoubida Assoul, un autre point, cette histoire de ce citoyen à Mernia qui a filmé un policier en train
de frapper, de tabasser, comme ils disent, un vieux monsieur, une personne qui peut-être a mal fait la chaîne ou les attroupements, vous savez comment ça se passe. Il l'a frappé de façon absolument révoltante. Et la vidéo a fait un buzz. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme qui a filmé cette scène est en prison. Il a été condamné à une peine de prison de 6 mois de prison ferme. Et beaucoup de gens sont en train de se poser la question sur quelle base l'ont-ils condamné, puisque le code pénal ne dispose pas de ce genre de délit. Ça n'existe pas dans le code pénal. Il n'est pas interdit de filmer des scènes de violence et de les diffuser. Si jamais, avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir juste sur le silence total et incompréhensible du pouvoir en place quant à la réaction de tout ce qui a été dit sur France 24 à l'occasion de la libération de Moncef Aït Qassi et Rahmouni. Oui. On a un porte-parole de la présidence, nous avons un porte-parole du gouvernement, visiblement ils sont tous muets. Et là, ils ne se sentent pas touchés dans la souveraineté du pays. Subitement. On n'a pas entendu une réaction. Subitement. Oui. Oui. Si c'était un Algérien qui a fait quelque chose au Khaled Drarni, une pensée pour Khaled Drarni, on attend encore son procès pour le 3 août. J'espère qu'il sera libéré. Mais comment se fait-il que le pouvoir ne réagisse pas? Elle est où la souveraineté? Le président avait déclaré qu'il ne veut plus être caporalisé. Il n'accepte plus que l'Algérie soit caporalisée. Bon, visiblement, comment peut-on expliquer cette cellule de crise au niveau du Quai d'Orsay et cette injonction à la justice de manière très ferme? Oui. Donc, la deuxième des choses, c'est que ce qui apparaît dans ce qu'entreprend le gouvernement devant son incapacité de trouver des réponses aux problématiques que vivent les Algériens, que ce soit la gestion du Covid-19, que ce soit les effets de cette pandémie sur le plan économique et social, mais aussi sur tous les plans. Donc voilà, ils préfèrent faire la politique de l'autruche et aller vers pendre des textes de loi. Il y a une diarrhée de textes de loi. Et ce jeune citoyen qui a été condamné, à 6 mois de prison. Oui, tout à fait. Et ce jeune citoyen qui a été condamné parce que tout simplement le pouvoir ne veut plus qu'il y ait des gens qui disent la vérité. En fait, c'est ça qui les dérange. Et d'ailleurs, tous les gens qui sont incarcérés parce qu'ils ont parlé de la mauvaise gestion du Covid, parce que le président, rappelons-le, au début, il disait « Kulj tahta saytara », c'est-à-dire il maîtrisait tout. Aujourd'hui, on voit bien « saytara », elle est où? Il y a une seule saytara, c'est sur les libertés, sur les journalistes, sur les voix qui sont les voix des citoyens qui vivent la réalité et qui veulent que cette réalité soit connue, tout simplement. Donc, restez avec nous. Je pense que ces mesures-là sont des mesures pour faire peur aux gens, que toute personne qui dénonce ce qui se passe sur la réalité, sur le terrain, que ce soit à l'occasion du Covid ou là sur le plan économique et social, voilà ce qui l'attend. Restez avec nous, nous allons faire un dernier tour de micro. Sofiane Melloufi, Maître Nabila Smaïl a dit tout à l'heure que cette situation peut dégénérer. Si ça continue comme ça pourrait finir très mal. À force de forcer sur des points de rupture, on finit par briser la résistance des grands équilibres et ça pourrait très bien, et tout le monde le ressent aujourd'hui, c'est comme si ça prenait eau de toutes parts. À votre avis, comment faire, comment réactiver le Hirak d'une autre façon sans qu'il soit besoin qu'il descende dans la rue pour essayer de faire face, pour essayer de résister, pour essayer de réagir, mais sans pour autant descendre dans la rue? Est-ce que nous ne pourrions pas nous organiser d'une autre façon? Comme vous le dites, il y a des digues, donc les digues peuvent céder du jour au lendemain. Il ne faut pas trop tirer dans le fil, parce qu'encore une fois, il y a cette notion de désespoir, ce désespoir qui peut mobiliser des foules. Donc, si la situation actuelle perdure et qu'il n'y a pas des garde-fous, qu'il n'y a pas d'alternative sérieuse, qu'il n'y ait pas de climat serein et d'apaisement qui puisse permettre
à nos gouvernants actuels de se remettre en cause, de faire un mea culpa, de jeter les ponts de discussion et d'échange avec les forces vives, avec cette conscience tranquille dont a fait naître le Hirak béni. D'ailleurs, c'était les propos du président de la République, et ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé ça dans ses propos, dans la parole présidentielle. Donc, il est temps que maintenant que nos politiques comprennent qu'ils sont en train de s'enfermer dans cette bulle, et cette bulle peut leur éclater du jour au lendemain au visage. Parce qu'encore une fois, quand on s'enferme dans un bureau et qu'on est dans le déni total, ça ne nous sert pas réellement. Donc et d'ailleurs je corrobore ce que nous avait dit tout à l'heure Madame Nabila Ismail, Maître Nabila Ismail, si je ne me trompe pas, c'est qu'encore une fois, le fait d'interdire aux gens d'être des lanceurs d'alerte, d'interdire aux gens de montrer la réalité, comment le président de la République doit, dans le discours d'intronisation, il dit mais comment on peut qawmo un président de la République si on n'a pas de contact direct? Donc c'est le seul contact qu'on peut entretenir entre le mahkoum ou le hakim, c'est ces réseaux sociaux, parce qu'on a des médias, encore une fois, inféodés. Et c'est des médias qui n'ont pas cette conscience de dire quand ça va mal et de dire quand ça va très bien. Et c'est ça le rôle d'un média. C'est pas de relayer ou de devenir un outil de propagande. Donc encore une fois, cette courroie de transmission, c'est encore une fois c'est ce journalisme citoyen, ces gens-là qui deviennent des lanceurs d'alerte et ces gens-là qui montrent la réalité. Donc encore une fois, s'enfermer dans une bulle, s'enfermer dans un bureau et dessert le président de la République et dessert le gouvernement et encore une fois mobilise les troupes, mobilise le Hirak qui encore une fois n'est pas une force d'extermination. Encore une fois, c'est le peuple algérien qui veut avoir des dirigeants qui lui ressemblent. Ni plus, ni moins. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nabila Ismail, en ces temps incertains où une chatte ne retrouverait pas ses petits, comme on dit, comment faire pour que ce Hirak puisse revenir, mais d'une autre façon, sans briser le civisme sanitaire? Comment faire pour s'organiser, pour essayer de résister à ce rouleau compresseur de la médiocrité et de la médiocratie? Vous savez, le Hirak, par son arrêt ou sa suspension, parce que moi je ne peux pas parler de l'arrêt du Hirak, parce que le Hirak continue. Le Hirak, il est là par des réflexions qui sont lancées, par un travail de pédagogie qui est en train de se faire, par l'analyse que nous sommes en train de faire de la situation actuelle, qui est en train de servir le Hirak et de renforcer la justesse de cette révolution. Écoutez, s'il profite de la pandémie pour essayer de faire éclater le Hirak et de le faire disparaître, autant dire qu'ils ont perdu dans leur pari. Ils ont vraiment perdu le pari. Parce que cette mauvaise gestion généralisée, c'est une mauvaise. Ils ont causé une crise multidimensionnelle qui a touché tous les secteurs sanitaires, justice, les médias, arriver jusqu'à la liquidité dans les bureaux de poste qui n'est pas disponible. Cette histoire de Harada, cette histoire de Hubra, tout ça est en train de dire. Est en train de renforcer la détermination du peuple. Et vous savez, partout où on va, ils nous disent ah oui, alors on est profité. Au lieu de profiter de la pandémie pour unir le peuple et pour revenir à de meilleurs sentiments, c'est le waqt où tous les pays sont en train d'aller dans la largesse et d'essayer de construire ensemble quelque chose, parce qu'il y a quelque chose à construire. Mais là, nous avons un pouvoir qui a toujours méprisé son peuple, un pouvoir qui n'a jamais considéré que l'Algérien est un citoyen, qui a le droit à la santé, qui a le droit à la protection sociale, qui a le droit d'être pris en charge en cas de catastrophe naturelle ou en cas de catastrophe qui pourrait l'empêcher d'aller travailler, qui a le droit d'être protégé, qui a le droit à l'information et pas au mensonge. Or, tous ces droits-là qui sont garantis par la constitution de ce pouvoir et de ce système, dès qu'ils le réclament, ils se retrouvent en prison. Donc, qu'est-ce qui va faire éteindre la flamme de la révolution? Absolument rien du tout. Parce que il ne faut pas oublier une chose. Moi, je suis étonnée quand on pense que
un peuple peut changer un système qui est en place depuis près de 60 ans. Je ne peux pas imaginer que ce système puisse partir au bout d'une année de Hirak. C'est pas vrai. Ce serait vraiment de la légèreté que de penser qu'on peut changer un système au bout d'une année de révolution pacifique. Et cette révolution doit rester pacifique, mais doit avoir un souffle très lent. Parce que ce qui est en train de se passer prouve qu'il n'y a pas, que le pouvoir est coincé. Il n'a pas d'alternative. Merci. Il refuse les alternatives proposées par les autres forces politiques du pays. De deux, il veut gérer seul, or qu'il ne peut pas gérer seul, parce que le pouvoir, le peuple ne lui fait plus confiance. Et là, le peuple est déterminé à aller jusqu'au bout de sa révolution. Merci. Et je vous prie de croire qu'il ira jusqu'au bout de sa révolution, quelles que soient les moyens de pression utilisés par le pouvoir. Merci Nabila Smaïl. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Zoubida Assoul, vous avez le mot de la fin. Merci, Tijamal. Moi, j'ai juste envie de dire que le peuple algérien, depuis qu'il est sorti le 22 février 2019, a prouvé, son unité, sa maturité politique, mais aussi sa détermination pour rompre définitivement avec ce système. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, certaines personnes ont changé, mais les pratiques et les comportements et le mode de gestion est toujours le même. C'est pourquoi le peuple est déterminé de rompre avec ce système-là. Mais aujourd'hui, le pouvoir, par ces comportements-là, par l'escalade de la répression, par l'escalade à toutes les atteintes, à toutes les libertés qui sont consacrées par la Constitution. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui est en train de prouver effectivement que le peuple a raison, il avait raison et il a toujours raison. On ne peut pas, quand le peuple sort, c'est le système qui doit changer et pas l'inverse. On ne peut pas changer de peuple, mais on doit changer de système. Donc moi, je suis confiante. Je crois qu'il y a une maturité globalement dans le pays, mais il faut juste être patient. Et le peuple algérien a tellement atteint qu'il est en train de faire un travail fantastique sur le terrain et en profondeur, mais il faut avoir la patience. Et le peuple algérien sait être patient quand il s'agit de l'enjeu et les enjeux de ce siècle et l'enjeu de construire l'Algérie d'un État de droit, mais d'un État des institutions, mais aussi d'un État qui respecte les libertés du citoyen. Zoubida Assoul, merci infiniment. Nabila Smaïl, merci infiniment. Abdelghani Badi, merci infiniment. Amirouche Bakouri, merci infiniment. Sofiane Melloufi, merci infiniment. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Rappelons que le Hirak nous avait appris et nous avait rappelé que le peuple algérien est toujours vivant, que la braise couvée sous les épaisses couches de cendres qui s'étaient accumulées, c'est cette médiocrité du régime algérien qui avait capté la volonté et la souveraineté des Algériens. Est venu le Covid, avec tout ce que cela a représenté de contre-révolution, j'allais dire, qui fut une aubaine pour le régime, qui en a largement profité pour mettre en prison des militants, des hirakistes très visibles, notamment les journalistes, les vrais journalistes qui essayaient de couvrir le Hirak et de donner de lui l'image qui était la sienne, merveilleuse, que le monde entier a admirée. Il a mis en prison aussi les journalistes citoyens qui essayaient de montrer des images que les médias du régime ou les médias qui lui sont inféodés ne montraient pas. Et là, en l'occurrence, nous sommes dans la même logique. Il met en prison tous les journalistes et même les journalistes citoyens qui essayent de montrer la réalité telle qu'elle est, y compris dans la couverture, dans j'allais dire, dans la gestion de la pandémie. Et le problème est que, même si nous nous réjouissons, et nous nous réjouissons sincèrement de la libération de nos deux confrères, nous avons été très étonnés que parce qu'ils travaillaient avec une chaîne française qui est sous l'influence du ministère des Affaires étrangères français,
dont tout le monde connaît la très large sphère de couverture dans le monde, particulièrement francophone. Nous avons vu comment ils ont été libérés, avec quelle célérité, avec quel empressement. Et c'est juste révoltant. Même si, je le redis encore une fois, nous nous réjouissons beaucoup et très sincèrement pour la libération de nos confrères. Barakallahu fikum, bqaw ala khair, bislama.